9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Dans le coin rouge, accusant 130 kg 500 à la pesée. We will make America great again. Et voici maintenant l'étalon italien qui monte sur le ring. We are not going back. It is a fight for freedom. Let's get ready to rumble. Bon, on se dit, de quoi s'agit-il ? Bah oui, c'est le débat ce soir à Philadelphie, aux États-Unis, la ville de Rocky, d'où le générique qu'on met depuis ce matin. Pourquoi d'ailleurs, tiens, à nos deux invités, Gérald Olivier et Jean-Claude Beaujour, pourquoi bonjour. Philadelphie ? Bonjour à tous les deux. Philadelphie, deux raisons. D'abord, c'est la première capitale des États-Unis. Hein. Ouais. Avant Washington, c'était Philadelphie. C'est là où s'est tenue la convention dont est sortie la Constitution américaine, qui est si importante. Et puis, c'est l'État le plus important de l'élection. Ouais. C'est celui où tout va se jouer. Voilà. Ouais, donc... Il y a 20 grands électeurs, puis c'est le plus indécis, et il y a de fortes chances donc il n'y a pas eu une demande de Kamala Harris ou Donald Trump pour aller là-bas ? Non, c'est le lieu clé. Ouais. Et puis en complément de ce qui vient d'être dit, c'est Philadelphie où Obama avait fait son grand discours, le discours de Philadelphie. Voilà, donc d'une certaine manière, il y a aussi un petit peu de tout cela. C'est toujours le résumé de plein d'éléments. Qui justifie le lieu d'une grande réunion comme celle-ci. Oui, c'est pas Philadelphie, la ville, c'est l'État de Pennsylvanie autour. Ouais. C'est la Pennsylvanie qui est important. Bon, alors donc, exit Joe Biden. Vous l'aviez dit d'ailleurs dans votre livre, hein, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Vous aviez écrit qu'il y avait toute l'histoire autour du fils Biden. Évidemment, ça s'est confirmé. Ce n'est pas ce qui est à l'origine probablement du renoncement de Biden, cette affaire. Elle a joué, et elle aurait joué de manière beaucoup plus flagrante si sa candidature avait, s'était poursuivie, mais il est apparu relativement tôt dans la campagne, dès l'hiver et le printemps, que sa santé était quand même fragile, qu'il y avait des pertes cognitives, comme on disait à l'époque. Il a commencé à stagner, voire à baisser dans les sondages, et à partir de là, les démocrates ont cherché à le remplacer. C'est ce qui s'ait passé au mois de juillet. Oui. Est-ce que tous les démocrates étaient, et est-ce qu'ils sont aujourd'hui tous derrière Kamala Harris ? Ah oui, pour moi, oui. Moi, je crois que c'est la réussite. Oui. Alors, je crois que oui. Je crois que oui pour deux raisons. Ouais. La première, c'est qu'effectivement, la situation était telle au mois de juin, avec un candidat qui était à la peine, et même s'il disait oui, il prenait avec un peu d'humour ses réactions un peu lentes en disant oui, c'est vrai que j'ai eu plus d'énergie que par le passé, etc. Bon, mais les démocrates, dans leur intégralité, sentaient que c'était compliqué parce qu'une campagne, c'est pas qu'une question de passé, c'est aussi l'avenir. Il faut savoir parler au peuple pour l'avenir. Il faut savoir dessiner quelque chose. Et on avait un peu de mal avec Biden et avec Kamala Harris, alors, parce qu'il y avait quelques doutes au début. Mais qu'on le veuille ou non. Tout d'abord, on est parti de tellement bas que c'était finalement moins compliqué parce qu'elle a 25 ans, 22 ans de moins que lui. Donc déjà en termes d'énergie, elle a été procureure, elle a été vice-présidente. Donc elle a été dans la machine sans finalement avoir eu toutes les mallettes. Donc d'une certaine façon, c'était une bonne chose. Dernier point, qui n'est pas négligeable aux États-Unis. Dans une société fragmentée, dans une société où Donald Trump d'un côté disait « Je vais faire de l'Amérique celle que vous avez connue », l'Amérique puissante. Et je suis... Allez, l'un dans l'autre, je suis pour Donald Trump un peu tiède sur l'avortement. L'un dans l'autre, finalement, lorsqu'il y a des manifestations ethno-raciales, je renvoie dos à dos tout le monde. Eh bien, Kamala Harris et les démocrates prennent un pas différent, et c'est d'ailleurs ce qu'elle va probablement dire ce soir. En fait. Elle va montrer quelle Amérique elle souhaite. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense. Elle va devoir sur les idées. Oui. Gérald Olivier. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus très brièvement, il y a un mot très important que vous avez prononcé, c'est le mot machine. Ouais. Il y a une machine démocrate. C'est pas flatteur, mais il y a une machine démocrate. La machine démocrate s'est mise derrière Kamala Harris à partir du moment où Biden s'est retiré. Cette machine, elle bénéficie du soutien médiatique, et depuis 8 semaines, Kamala Harris est encensée dans les médias. Il y avait une enquête. La plupart des médias américains. Alors, il y a un institut qui s'appelle le Media Research Center, le centre de recherche sur les médias, qui vous dit que 84% de la couverture médiatique sur Kamala Harris est positive.
Ouais. 89% de la couverture médiatique sur Trump est négative aux États-Unis. Mais en France, c'est un peu la même chose. Hein. Oui, mais donc, mais ça aide quand même. Maintenant, au-delà de cela, quand vous parliez de l'unité du Parti démocrate, oui, elle a réussi à la faire parce qu'elle est allée vers son aile gauche. Et le défi qu'elle va rencontrer au débat de ce soir, c'est de convaincre les centristes. Elle est allée vers son aile gauche d'abord pour faire taire cette aile gauche, qui est très très bruyante aujourd'hui, notamment sur la question du Moyen-Orient. Et quand elle a choisi Tim Walz comme colistier, ce gouverneur du Minnesota, qui est lui-même très très à gauche, elle a clairement indiqué ce qu'elle voulait. Donc elle a préféré l'unité du parti d'abord, et puis après elle va devoir avoir besoin d'aller rechercher les électeurs centristes si elle veut gagner en novembre. Juste un mot sur tous derrière Kamala Harris, c'est aussi lié au fait qu'il ne faut pas oublier que lors de l'élection présidentielle, vous avez entre guillemets les élections locales. Donc si Kamala Harris se plante, c'est beaucoup de gens qui derrière risquent de se planter, des sièges de sénateurs, des sièges de représentants, des sièges de gouverneurs, etc. Donc vous avez un enjeu considérable. À un moment donné, il faut faire taire la division, il faut y aller, ou alors tout le monde se plante. Deuxième chose, rappelons pour vos auditeurs français, une campagne américaine, c'est plus d'1 milliard de dollars. Donc à ce prix-là, on ne prend pas les amateurs, il faut véritablement que les gens c'est ce qu'on appelle une machine. Avant de revenir sur le fond dans un instant, sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'elle va devoir se déplacer un petit peu plus au centre, même si elle a encouragé beaucoup tous ceux qui étaient plutôt à l'extrême gauche, Kamala Harris, quoi, bien sûr. La gauche américaine. Oui, la gauche. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est relatif. Quoique, on a vu quand même qu'il y a eu des mouvements. Quoi. Bien sûr. Regarde, et dans les plus grandes universités américaines, quoi. Ces mouvements évidemment pro-palestiniens. Il y a le wokisme qui est très fort. Alors c'est autre chose, vous allez me dire, mais tout de même. C'est pas le sujet du débat, mais on pourra en reparler. Pour moi, les États-Unis vivent une révolution culturelle. Hein. Ça s'appelle comme ça. Et ce que vous avez évoqué, ce qu'on a constaté sur les campus américains, y compris les campus les plus privilégiés. Columbia, c'est une université à $100 000 par an. C'est pas les pauvres qui y vont. C'est totalement inadmissible dans un contexte américain. On pourra en reparler ailleurs, mais c'est des développements majeurs. Aussi, sur la forme, on se souvient, ça avait été quand même Trump-Biden. Tiens, on va réécouter d'ailleurs quelques extraits où il n'était pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. You're the sucker. You're the loser. I didn't have sex with a porn star. You have the morals of an alley cat. He's become like a Palestinian. But they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. Biden, t'es un loser. Trump, moi j'ai pas couché. Donc moi j'ai pas couché aussi avec une actrice porno. Enfin, il s'était renvoyé ça à la figure. T'as la morale d'un chat de gouttière. Enfin, c'était. Est-ce que ce soir ça va être de ce niveau? Ou alors j'ai lu que les conseillers de Kamala Harris lui conseillent de ne pas se laisser embarquer justement dans les attaques et provoques de Donald Trump, et que Donald Trump lui-même aussi pourrait modérer ses propos. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Beaujour? Moi, j'entendais une républicaine qui disait, c'est l'une des moines, c'est Nikki Haley, et qui disait, lorsque Donald Trump traite Kamala Harris de cette façon, c'est une idiote, etc. Elle est arrivée pour une folle, etc. Il traite non seulement toutes les femmes démocrates, mais aussi des femmes républicaines peuvent être surprises, voire choquées. Donc, je pense que dans le camp Donald Trump, on lui dit, faites attention, une chose, restez dans votre couloir de nage, ne soyez pas à l'excès, méprisant, etc., qui peut vous faire perdre un certain électorat. Pour autant, est-ce que Donald Trump parviendra à ne pas faire du Donald Trump? Ça serait extrêmement compliqué, parce que il ne sait pas tellement faire autre chose. C'est un homme des médias, il est dans la violence de la c'est un provocateur. C'est ce qu'elle va être. C'est elle qui va être la provocatrice. C'est elle qui va chercher la provocation. Oui, je pense qu'elle va chercher à le faire sortir de ses gonds. Parce que c'est ce qui fait peur à tout le monde. Et c'est ce qui justifie l'anti-Trumpisme. C'est quelqu'un qui a une tendance à l'autoritarisme. Et si vous le laissez aller à l'excès, il va vous montrer justement ce qui fait sa mauvaise image. Donc je pense que, et en plus, elle sait très bien, elle a été procureure, elle a préparé le débat, elle sait poser des questions et dire les choses qui vont chercher à vous déstabiliser. Dans les propos de Joe Biden, le mot « loser », c'est un mot qui est insupportable aux oreilles de Donald Trump. Donc je crois qu'elle va jouer avec ça, et l'un des enjeux, ce sera en effet pour lui de garder son calme, de garder ses distances, de la respecter en tant que femme et en tant que candidate, mais d'attaquer ses idées, mais de le faire proprement. Homme-femme aussi en débat, c'est important, parce que... Il y a eu Hillary Clinton, donc pour moi ça l'est moins. Maintenant elle est
aussi noire. Donc il y a deux choses, si vous voulez, dans elle est devenue dans le noire, contexte a dit, américain. Donald Trump provoque. Mais il peut, bien sûr, mais une élection, c'est toujours la même chose. Derrière un corps électoral se cachent des sous-corps. Donc, évidemment, lorsqu'il parle à Kamala Harris, il parle à une femme, il parle à une américaine de l'immigration de deuxième génération, il parle à une noire, il parle à une asiatique, il parle à une californienne, il parle aussi à l'establishment. Donc, tout ce qu'il pourra dire est sous-décomposé, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est vrai pour tout, y compris en France. Donc, c'est là où il devra faire extrêmement attention pour rester dans son couloir de nage et peut-être aller la chercher sur les questions économiques pour lesquelles elle est moins à l'aise parce qu'elle, en réalité... Allez, on va voir ça dans un instant. D'autant que les sondages sont quand même, c'est extrêmement serré. Le dernier sondage, j'ai vu, c'est 48 pour Trump contre 47. L'un des derniers sondages sur hier, le plan national. Oui, sur le plan national. Parce que, évidemment, après, il faut voir regarder dans le détail. Dans chaque État, évidemment, c'est là où ça se joue, bien sûr. Bon, on l'avait vu, d'ailleurs, avec la dernière élection, quand Donald Trump a dit qu'il avait été volé. Parce que, évidemment, il pouvait avoir plus de voix, mais en revanche, tout n'est pas d'avoir des voix, mais d'avoir aussi, évidemment, des électeurs. Oui, on voit ça dans un instant sur les idées aussi, justement, parce qu'on a vu beaucoup la forme, mais les idées, et notamment l'économie, ce que vous avez dit à l'instant, et puis la guerre, peut-être en Ukraine, qui est en toile de fond. 9h46, la vérité en face sur Sud Radio. 9h10, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Kamala Harris contre Donald Trump cette nuit à Philadelphie, aux États-Unis. Le débat 3 mois avant la présidentielle, la course à la Maison-Blanche. C'est peut-être l'unique débat. C'est pour ça qu'il est quand même particulièrement important. Je ne sais pas s'il y en aura un autre. Gérald Olivier et Jean-Claude Beaujour avec nous. On va parler du fond dans un instant, mais juste sur la forme pour terminer sur ce que l'on disait tout à l'heure. Il y a des conditions quand même très particulière, Gérald Olivier. Absolument. Pas de notes, etc. Tout est cadré. Alors, le débat est organisé par une chaîne de télévision qui s'appelle ABC, qui est une grande chaîne. Le journaliste dirigeant cette chaîne, c'est George Stephanopoulos, qui est l'ancien porte-parole de Bill Clinton. Donc, on est quand même un petit peu du côté de Kamala Harris dans ce cadre-là. Mais les candidats seront debout, devant un pupitre, sans notes, sans aide, évidemment. Les questions seront posées et ils auront 2 minutes pour répondre. Suite à ces 2 minutes, le candidat adverse aura lui-même 1 minute pour amener son contre-argument, et il pourra y avoir à nouveau 1 minute de follow-up question, comme on dit en anglais. C'est une question pour suivre, pour compléter la première réponse. Et pendant que l'un des candidats parlera, l'autre aura son micro coupé. Alors oui, donc ça, ils ne pourront pas s'interrompre. Ce qui pour moi est une très bonne chose, parce que, très bonne chose dans la mesure où, quand 2 personnes parlent en même temps, ceux qui écoutent, ils ne comprennent rien. Oui, voilà, si je parle en même temps que vous, par exemple, on ne nous entend pas. C'est une évidence. Voilà, c'est ça. Et en même temps, Trump a un petit peu le défaut de toujours interrompre les autres. Donc ça avantage Trump d'une certaine façon. Ça l'avait beaucoup avantagé contre Joe Biden, parce que l'autre chose qui se passe, c'est que le débat, bien entendu, il est retransmis à la télévision, et que pendant que l'un parle, les téléspectateurs peuvent voir les expressions faciales de l'autre. Et ça compte aussi. Ça montre si vous êtes stable, confiant, si vous écoutez. Donc, pas de notes, c'est un... Non seulement pas de notes, mais en plus, les candidats ne devraient pas, il va y avoir 1 ou 2 pauses, ils ne devraient pas, et en tout état de cause, s'il y avait une pause, ils ne devraient pas pouvoir communiquer avec leurs équipes, etc. Donc on voit bien que l'idée, c'est à la fois de maintenir un équilibre dans le rapport avec les candidats, et c'est pour cela que on disait à l'instant que ça peut avantager Donald Trump parce qu'il a un côté foufou qui peut surprendre quand on a une posture de président. Donc là, ça peut l'obliger à rentrer dans le veston de président. Voilà, là où Kamala Harris est plus habituée sur la forme, mais j'ajoute que la difficulté pour Kamala Harris, ça sera aussi de répondre rapidement par des formules qui sont comprises par le plus grand nombre, qui peuvent convaincre. Vous savez, la difficulté que nous avons, nous juristes, c'est qu'on est habitué à élaborer une pensée. C'est ça, et lorsqu'il vous faut en 1 minute... Non mais ça, ils ont dû le travailler quand même. Quoi. Oui, mais le naturel, vous savez, c'est une chose que de le travailler. Parfois,
Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup de débats politiques et pour que nos auditeurs comprennent, moi je me souviens que certains candidats français ont eu l'occasion de dire à la présidentielle, de dire vous n'avez pas le monopole du cœur. Giscard l'avait pas préparé. L'homme du passé passif, je dis ça pour qu'on puisse comprendre. Mitterrand l'avait pas préparé, mais c'est sorti instinctivement. Il faut avoir cette capacité. Et ça, Donald Trump l'a plus que Kamala Harris. Vous avez raison. Maintenant, vous êtes un homme de radio. Alors, vous avez là aujourd'hui, on est bavard, nous, donc c'est pas difficile. Mais 2 minutes, tout seul, pour construire un argument, c'est long. Vous avez le temps de vous perdre. Vous avez le temps de vous répéter, de perdre le fil de votre idée. Minutes, Et puis dernière petite chose, donc la première question sera pour Kamala. Et c'est Donald Trump qui conclura. C'est lui qui parlera en dernier. Non, mais ça c'est important, bien sûr. Quoi. Alors que je le disais, c'est très serré, 48-47 dans les sondages. Alors sur le fond, ils vont parler beaucoup d'économie, de sécurité, de justice, la guerre en Ukraine également, probablement. Il y a le wokisme qui est derrière aussi. Et ils parlent à une Amérique qui est divisée en deux. Non, vous n'avez pas ce sentiment, Gérald Olivier et Jean-Claude Beaujour? Il y a 2 Amériques aujourd'hui. Oui, alors il y a 2 Amériques aujourd'hui. Il y a 2 Amériques, je dirais, qui se divisent, s'opposent, s'éloignent, mais depuis 40 ans. Oui, mais moi je l'ai toujours dit. Il y a l'Amérique, grosso modo, qui va bien sur les côtes, sur les 2 océans, et puis il y a l'Amérique centrale. Vous aviez une expression pour ça. Là, tout à l'heure, vous m'aviez dit alors les démocrates. Les démocrates parlent pour l'Amérique intérieure de fly over country, parce que c'est le pays au-dessus duquel on vole en avion, mais où on ne s'atterrit jamais. Ils vivent entre New York, à New York ou Los Angeles, et ils font le va-et-vient entre les deux, mais ils n'atterrissent jamais au milieu. C'est les Trumpistes qui sont au milieu. Jean-Claude Beaujour. La grande, j'ai envie de dire, la grande idée de Kamala Harris, ça sera de développer la nouvelle voie pour l'Amérique, qui répond pour elle, qui répond à la fois à cette polarisation, et ça, il y a un petit Roland j'ai parlé tout à l'heure du discours de Philadelphie d'Obama, de cette Amérique qui est divisée, de cette Amérique qui est ici, c'est de dire, nous, on veut vous faire revivre ce rêve américain et pas celui du passé, mais celui de l'avenir. Ça sera un peu ça, sa grande idée. Et du côté de Trump, lui, il va s'adresser et il va l'attaquer là-dessus, par exemple, en matière énergétique, par exemple, sur la politique environnementale dont Donald Trump considère qu'elle pénalise l'industrie américaine et notamment les États le nord-est mais industriel. Elle a changé, Kamala Harris. Sur l'économie, l'exploitation du gaz de schiste, elle était contre, elle est favorable maintenant. Absolument. Mais justement, c'est ça le grand défi, c'est ça la grande contradiction. En vérité, oui, elle va parler de new way forward, de nouvelles voies pour l'Amérique, mais tout ça, c'est du langage politique un petit peu creux, c'est de la communication. En fait, le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle est vice-présidente. C'est elle qui est au pouvoir depuis 4 ans avec Biden. Donc elle a un bilan. Elle a des choses qu'elle a déjà faites. En position quasiment de challenger. Oui, c'est ce qu'elle essaye de définir et c'est tout ce que les démocrates veulent faire, la présenter comme une femme nouvelle alors qu'elle n'est pas nouvelle. Si elle a tant de bonnes idées, pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas mises en place depuis 4 ans? Ça, c'est ce que Trump va lui dire. Ce à quoi elle répondra, que le vice-président n'est pas là pour pouvoir mettre en place sa propre politique, mais exécuter ce que dit le président. Mais je suis d'accord avec vous, avec un point malgré tout limite. Vous avez pu voir qu'elle a beaucoup fait au cours de ces dernières semaines. Elle a beaucoup fait la campagne avec Joe Biden. Et donc, ça peut donner aussi le sentiment, on le voit physiquement, ça peut donner aussi le sentiment que finalement, elle est la continuité de Joe Biden. Donc, désormais, je pense que dans les, non pas 3 mois, comme vous l'avez dit, mais dans les moins de 8 semaines qui restent, elle devra véritablement mettre le paquet sur ces questions économiques, industrielles. En tout cas, c'est quasiment l'heure de vérité cette nuit, avec ce débat Kamala Harris contre Donald Trump. On y reviendra bien sûr demain matin sur Sud Radio, dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, et puis avec moi également, et dans l'ensemble des émissions. Merci Gérald Olivier, je rappelle votre livre, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident, et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Merci. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Gansman.